Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le thème de la conduite de la formation ouverte à distance. Alors Jacques, déjà, que dire sur ce thème? Eh bien, c'est le quatrième processus qu'on a développé dans le référentiel. On peut dire que les auditions qu'on a réalisées, à partir des 80 propositions qui ont été faites, sont assez convergentes dans le domaine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on commence à relativement bien maîtriser et que Frédéric Haeuve, qui est un des membres du comité de rédaction, a particulièrement, je dirais bien, balisé avec plusieurs sous-processus, l'entrée en formation, l'accompagnement, les aspects de travail collaboratif à distance et les problèmes d'évaluation et de validation des acquis. Mais le mieux, ça serait de l'écouter. Écoutons Frédéric Haeuve. Contrairement à une formation en présentiel, la conduite passe ici par une multiplicité de situations, d'acteurs nouveaux et quelque part on passe du rôle d'homme orchestre de la relation pédagogique à une espèce de polyphonie dans lequel il y a un certain nombre d'acteurs différents, dont les apprenants, qui jouent aussi un rôle dans la conduite d'une formation ouverte et à distance en tant qu'étayage des apprentissages individuels. Il y a une étape à ne pas rater, qui est l'étape d'entrée en formation. Il faut bien s'assurer que la personne d'abord ait un projet, ça c'est évident, il n'y a pas de formation sans projet, mais qu'elle adhère au projet qu'on lui propose de formation ouverte et à distance, et que cette adhésion passe aussi par la signature d'un contrat de formation dans lequel on va préciser les modalités de suivi, les modalités d'activité pédagogique et ainsi de suite. Et une troisième sous-phase, on va dire, de la partie d'entrée en formation, qui est l'appropriation de son nouvel environnement d'apprentissage. À la fois sur les aspects technologiques, et qu'il faut qu'elle comprenne qu'une partie de la formation va se passer sur le lieu de travail, parfois, une partie chez elle, une partie en centre de ressources, et que tout ça, ça doit être négocié et compris. En gros, je dirais, ce qui est important, à la fois dans cette phase-là, mais dans tout le processus de conduite, c'est que comme la formation ouverte et à distance nous amène à un éclatement des repères habituels de lieu, de temps, d'action, toute la conduite doit consister à retrouver une cohérence dans tout ça et aider l'apprenant à retrouver la cohérence de tout ça. En fait, mais on accueille aussi en traditionnel. Certes, mais il y a quand même une spécificité dans cette histoire, c'est que le fait de désynchroniser la relation, le formateur peut être à distance, on n'est pas dans l'unité de temps, de lieu et d'action du théâtre ou de la formation traditionnelle. Et dans ce cas-là, tous ces problèmes d'entrée, la définition des règles du jeu par ce contrat de formation qui dit qui fait quoi, à quelle sauce je vais être mangé, comment je vais participer. Si on ne fait pas ce travail de formalisation, eh bien l'apprenant risque d'être un peu perdu, en tout cas plus que dans une situation traditionnelle. D'où l'importance de cette formalisation. Alors après, donc le deuxième point, mais là du coup on n'est plus dans une chronologie, c'est l'individualisation des parcours. Donc là on va retrouver toute la déclinaison habituelle, hein. On va individualiser en fonction de la personne, de ses envies, de ses besoins, de ses objectifs, de ses préacquis, voire même de son style d'apprentissage, hein. On peut aller jusque-là, du mode de tutorat dont elle a envie. Certaines personnes ont envie d'avoir un tutorat rapproché, on va dire, donc avec plutôt une position d'être en réaction par rapport à un tuteur. D'autres vont préférer être proactifs, donc l'interpellation va dans l'autre sens. Donc ça, c'est des modèles, des modes de tutorat, et je pense qu'il faut aussi qu'on tienne compte de ça. Ce qui est important dans la conduite, c'est de vérifier qu'on a bien le matériel nécessaire dans les différents lieux, qu'on les utilise de manière cohérente, hein, que ce qui doit être fait en centre de ressources, il y a une raison pour que ce soit fait en centre de ressources. Si une partie est faite sur le domicile, il faut que l'on s'assure par exemple des modalités par lesquelles la personne va se connecter sur la plateforme, donc les aspects un peu, on va dire, technico-pédagogiques. Ses compétences aussi à utiliser le matériel à bon escient, donc est-ce qu'elle a l'habitude d'utiliser, je ne sais pas, des mails, des forums, etc. Donc cet accompagnement un peu sur les aspects spatio-temporels et liés au matériel. J'ai l'impression que ces formations ne s'adressent pas à tout le monde. C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que l'autonomie
c'est peut-être pas la chose la mieux partagée du monde. Et dans certains cas, c'est un préalable pour entrer dans ce type de dispositif, alors que pour certains publics dits en difficulté, c'est souvent la finalité de la formation d'acquérir cette autonomie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut exclure ces publics en difficulté des dispositifs de formation ouverte à distance, mais qu'il faut prendre des précautions ou des modalités toutes particulières d'accompagnement pour faciliter cette autonomie des apprentissages, la maîtrise de son temps, de ses méthodes de travail. Dans une formation ouverte et à distance, on a des acteurs différents qui ont chacun des rôles différents. Et là, on arrive, donc c'est une richesse parce que comme on distingue bien, par exemple, l'accompagnement pédagogique de l'accompagnement méthodologique ou de l'accompagnement didactique, voire parfois l'accompagnement social, du coup ça enrichit, mais c'est assez difficile à, comment dire, à ce que la personne qui est en face de cette multiplicité d'acteurs repère qui fait quoi. Et donc cette richesse-là, il ne faut pas qu'elle devienne une pauvreté, c'est-à-dire qu'on s'y perd, et puis au bout du compte, on ne sait pas à qui on s'adresse, on n'a pas le bon interlocuteur en face de nous, etc. Donc là, je pense qu'il faut faire un effort pour préciser les rôles de chacun et le mode d'interpellation qui lui est proposé. Hein, on interpelle son formateur, de quelle manière? Est-ce que c'est avec un rendez-vous ponctuel? Est-ce que c'est à la demande? On interpelle le tuteur d'une autre manière, etc. C'est vrai que ce sont des modèles auxquels on n'est pas habitué de par notre parcours scolaire traditionnel et qu'il faut bien préciser et bien expliquer pour que la personne puisse faire appel au bon interlocuteur au bon moment. Ensuite, les outils et les modalités de suivi. Donc là, évidemment, toute la panoplie des outils technologiques que l'on connaît maintenant, qui, à mon avis, doivent être utilisés à bon escient, c'est-à-dire que utilisons le mail parce que le mail rend un service à un moment donné, utilisons le forum parce que ça rend un autre service. On voit parfois des dérives, quoi. On s'étonne par exemple qu'un forum n'est pas utilisé. S'il n'y a pas derrière une activité pédagogique qui nécessite l'utilisation d'un forum, il ne faut pas s'étonner après que le forum ne soit pas utilisé. Donc, à mon avis, il faut vraiment que les outils soient utilisés à bon escient et ne pas faire une surenchère technologique, mais utiliser là où on en a besoin et utiliser tous les potentiels des outils tels qu'ils existent aujourd'hui. Alors, on parle souvent d'isolement en formation ouverte à distance. Voyons ce que nous dit Frédéric. On arrive au dernier point qui est les outils de travail collaboratif à distance. On a distingué, nous, dans notre document, 3 types on va dire, de modèles, non pas d'outils, mais d'usages. Et là, c'est vraiment, de la part des concepteurs, un choix stratégique de dire les outils de travail collaboratif peuvent être utilisés, par exemple, comme, je dirais, une cerise sur le gâteau. C'est un plus qu'on met au service des apprenants, par exemple en leur donnant la possibilité de se connecter sur un forum, d'avoir des échanges qui sont plutôt de l'ordre de l'informel, mais qui ne sont pas directement liés au processus d'apprentissage. Une autre possibilité, c'est de les utiliser parallèlement, c'est-à-dire, comme on dit, bon, en formation ouverte et à distance, il faut lutter contre l'isolement, il faut recréer du collectif. On peut se dire qu'une partie du travail est vraiment un travail individuel, puis qu'on va rajouter 10 ou 20% d'activités un peu obligatoires de manière collaborative pour qu'il y ait cette cohérence d'un groupe et que la personne se retrouve intégrée dans un travail collaboratif. Ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est vraiment celle qu'on voit peut-être le moins souvent, qui est vraiment de baser l'essentiel de la pédagogie sur le travail collaboratif, où là, les ressources en tant que telles deviennent minoritaires, et ce qui devient majoritaire, c'est la production. Et on engage les personnes dans une production collaborative à distance, dans lequel le produit final est évidemment essentiel. On va produire un document ensemble, on va produire une ressource, on va produire je ne sais quoi, et que cette production passe par le travail collaboratif. Face à ces évolutions, les formateurs et les enseignants doivent s'adapter. 2 témoins nous font part de leur expérience. Il s'avère que l'utilisation du multimédia éducatif, d'une façon générale, ne peut être efficace que s'il est pris en charge, pris en compte par l'utilisateur, le maître d'œuvre de ces outils, c'est-à-dire l'enseignant par lui-même. Et ça représente un certain nombre de freins, l'acceptation de ces nouveaux outils, tant en formation ouverte qu'en formation à distance, qui peuvent être sur l'efficacité pédagogique pressentie, mais surtout sur des freins d'ordre psychologique par rapport à des nouveaux moyens
qui changent de l'enseignement présentiel, traditionnel. Est-ce que l'enseignant va être capable de... Qu'est-ce que ça va lui apporter? Ça peut être source d'inquiétude, ça peut être source d'épanouissement dans son travail, plutôt que d'être sans arrêt en face-à-face pédagogique. Donc c'est toutes ces interrogations-là que l'on veut régler par de l'information, de la sensibilisation et par de la formation du personnel enseignant. Chez nous, par session de 2 heures, soit en cours particulier, soit en cours collectif, forme à distance des apprenants, donc des salariés d'entreprise qui sont sur une borne de formation équipés d'un casque et d'un micro et qui vont donc pendant 2 heures travailler sur leurs propres documents à leur rythme pour réaliser telle et telle fonctionnalité. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un nouveau métier. Accent, ça ne s'improvise pas. Pour plein de raisons, vous devez connaître bien évidemment parfaitement le sujet sur lequel vous intervenez, puisque vous ne pouvez pas préparer votre cours et c'est l'apprenant qui va guider le cours selon là où il le souhaite, dans un cadre général. Mais comme il a vraiment vocation à ce que ces problèmes soient traités, c'est quasiment du coaching en ligne, ça ne laisse pas de place au formateur pour dérouler lui-même son cours comme il l'avait imaginé. Et puis la deuxième chose, c'est que le fait d'être à distance modifie profondément les jeux de rôle, non pas vis-à-vis du groupe, mais même entre l'apprenant et le formateur. Ça veut dire que chez nous, globalement, il faut entre 1 à 2 mois pour être capable d'être lancé pour un cours en ligne. Et on a même fait le constat que des bons formateurs présentiels n'arrivaient pas à devenir d'aussi bons formateurs en ligne. Jacques, j'ai l'impression que ce thème est bien maîtrisé maintenant. En effet, il semble qu'on est arrivé dans ce processus conduire à une maturité, je dirais. Les auditions qu'on a réalisées, les analyses documentaires, les 20 ans d'expérience qu'on a derrière nous permettent de bien baliser les différentes étapes de cette conduite de la formation. Merci Jacques pour ton éclairage. Au revoir à tous.